cette semaine sur Embarras Alliance 92, nous allons parler plutôt d'un système. Un système où on fait appel, où parfois même on a des craintes. Et voilà, cette émission permettra donc de voir plus clair en la chose, et c'est ainsi que l'on reçoit l'ordre des avocats à travers Maître Mial Ramarla. Bonjour à vous. Bonjour Madame Rakoutou Malala, c'est un plaisir de venir ici pour parler du métier d'avocat. Alors quand on dit approcher un avocat ou consulter un avocat, on pense tout de suite à des craintes, surtout des craintes financières parce qu'on n'a pas les moyens. Mais est-ce qu'on peut voir l'avocat comme ce produit de luxe, entre guillemets ? Oui, c'est ce qu'on sous-entend toujours à chaque fois qu'on demande un avocat, c'est vos honoraires, c'est exorbitant et tout. Mais en pratique, chaque avocat fixe leurs honoraires selon chaque cas. Il y a même des avocats qui font des dossiers gratuitement. Donc tout dépend de l'ampleur de l'affaire. On utilise là les jargons de votre métier là. Ça dépend donc de l'ampleur du secteur des affaires. Tout à fait. C'est pas du tout, comme on dit, exorbitant ni difficile d'approcher un avocat. Mais vous avez parlé aussi de gratuité. Oui. Expliquez-nous un peu. En tout cas, ça dépend de chaque cabinet, mais il y a des cabinets qui font des dossiers gratuits selon le cas. Mais en général aussi, l'ordre des avocats font aussi des consultations gratuites et des commissions d'office. C'est-à-dire que il y a des dossiers qui ont besoin obligatoirement d'avocats et que les prévenus ou les accusés n'ont pas les moyens d'en payer un. Donc, l'ordre des avocats leur propose un avocat ou des avocats commis d'office pour plaider en leur cause. C'est-à-dire sous le conseil du juge ou quoi que ce soit. C'est suivant la procédure. Chaque procédure n'est pas pareille. Donc, ça dépend si c'est une procédure dont la peine encourue par un prévenu, par exemple, est supérieure à 5 années d'emprisonnement. Là, c'est obligatoire de faire appel à un avocat. Et si l'inculpé n'a pas les moyens, c'est là que l'ordre intervient en proposant un avocat qui va plaider gratuitement en leur cause. D'accord. Alors, vous êtes à peu près plus de 1000 sur tout le territoire. C'est peu quand même pour le nombre de population. On ne va pas dire que tout le monde a des affaires néfastes au tribunal, mais quand même, c'est peu, non ? Effectivement, c'est peu. Plus de 1000, effectivement, actuellement. C'est peu. Et surtout que plus de la moitié est sur Tana. D'accord. Et parité, hommes et femmes ? Personnellement, j'ai pas encore vérifié qui sont nombreux, hommes ou femmes. Mais en tout cas, la jeunesse, elle commence à s'y intéresser à ce métier. Oui, vu que chaque année, il y a un concours pour entrer à l'Institut de formation professionnelle des avocats. On prend 40 élèves chaque année et les jeunes, ils sont. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour entrer dans ce domaine ? Donc, pour devenir avocat, d'abord, il faut avoir 21 ans révolus, être de nationalité malagasy, bien sûr, avoir aussi la maîtrise en droit ou un diplôme équivalent, être titulaire aussi du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou le CAPA, un certificat qui est délivré par l'Institut de formation professionnelle des avocats. L'Institut de formation professionnelle qui fait sortir 40 avocats tous les ans. Après le certificat d'aptitude, il y a une enquête de moralité à faire. Puis, la personne qui vient de sortir de l'IFPA doit chercher un avocat titulaire pour faire ses stages pendant 3 ans au moins. Et c'est après le stage, on obtient le certificat de fin de stage. Et c'est après qu'on devient un avocat titulaire en bonne et due forme. C'est-à-dire 8 ans après le baccalauréat. Oui, c'est comme la médecine. Quand tu fais, c'est assez long quand même parcours. Mais mon diplôme en poche, est-ce que je peux me spécialiser ? Est-ce que ça existe ici à Madagascar, avocat spécialisé en économie, affaires pénales ou je sais pas ? Actuellement, tous les avocats ici à Madagascar sont tous généralistes. Il n'y a pas encore de spécialisation. Peut-être que c'est en cours d'ici quelques années. Mais c'est pas encore comme ailleurs. En France, par exemple, il y a des avocats qui sont déjà spécialisés sur droit bancaire, droit des sociétés, droit maritime. Mais ici, c'est toujours généraliste encore. Mais ça pourrait quand même aider dans
Oui, oui, c'est à voir prochainement. On parle beaucoup, avoir une affaire au tribunal, on parle de lenteur. Qui dit lenteur également sous-entend beaucoup de sous-ingrédients. Mais pour vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous comprenez l'inquiétude justement de vos clients, leur impatience, leurs doutes par rapport à ce... Quand on traite un dossier, ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans rien du tout. Vous avez parlé tout à l'heure de lenteur. Je suis à la fois d'accord et pas. Pourquoi ? Parce que il y a des procédures à suivre au tribunal. C'est-à-dire qu'une procédure peut durer effectivement des années. En matière foncière, par exemple, si une personne n'est pas satisfaite d'une décision du juge, elle peut faire appel, et là, ça va encore durer quelque temps. Et après, il y a aussi la procédure de cassation. C'est pour ça qu'une procédure n'est jamais rapide au tribunal. On ne peut pas faire une réforme, vous ne pouvez pas voir ça en tripartite ou avec le... C'est la loi même qui stipule ça, voilà. N'empêche, ça, la lenteur, ça existe aussi. Par exemple, il y a des jugements qui ont déjà été rendus, mais dont l'écrit n'est pas encore prêt pour les justiciables. Là, on peut dire de la lenteur, par exemple. Et comment vous réagissez par rapport à vos clients quand cela se pose ? Bon, quand cela se pose, on fait tous les moyens pour avoir le résultat le plus rapidement possible. C'est tout. Parmi tant ce qu'on entend à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, mais partout aussi dans les alentours justement du tribunal Lanous, que parfois vous, les avocats, vous montez la voix et par des faits que vous jugez le plus souvent impensable, inacceptable, c'est quand on ne vous prévient pas ou quand le tribunal prend des décisions où vous n'êtes pas au courant. Ça arrive souvent. Monter la voix, ça fait partie aussi des missions de l'avocat. Oui. Il y a des moments donc que vous n'êtes même pas au courant que ce dossier a évolué. Oui, il y a des lacunes administratives, vous voulez dire ? Oui. Ça existe au tribunal. C'est pas tous les jours aussi, mais ça existe. On est en train là d'y remédier à chaque fois. D'accord. Mais et parmi, c'est peut-être ça aussi qui pousse les personnes à faire appel au rabatteur quand ça traîne trop et que ça vous gêne aussi, ça vous met aussi les bâtons dans les roues, ces rabatteurs, non ? Oui, même si depuis quelques années, on fait la chasse aux rabatteurs, on va dire. Ils existent encore, mais ils ont diminué. Voilà. D'accord. Mais est-ce que il y a une salle comment on dit ça dans votre métier, une salle où la personne qui a des souciances judiciaires vous rencontre au tribunal ? Est-ce qu'on a cet espace-là ? En fait, les avocats ont leur étude au cabinet, pas au tribunal. Il n'y a pas de bureau d'avocat au tribunal. C'est comme tout métier où on a un bureau et c'est là-bas que le client y va. Mais vous travaillez en principe, vous avez donc un système aussi dans vous avez votre assistant, vos clercs, tout cela ? Oui, normalement un Est-ce que c'est obligatoire tout cela ? C'est pas obligatoire, mais pour une bonne administration des dossiers, un cabinet se doit d'avoir un clerc, un secrétaire, et si c'est un grand cabinet, des collaborateurs et des stagiaires. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes de formation que vous donnez ou de recyclage, ou je ne sais pas comment on dit ça dans votre ordre des avocats ? C'est en cours le recyclage des avocats. C'est nécessaire aussi et on est en train de s'y préparer. Quel genre de recyclage ? Par rapport aux lois existantes ou par rapport à la prestation ? Pourquoi on fait ce recyclage ? Vu que la loi évolue, les avocats aussi doivent s'évoluer aussi. Donc c'est par rapport aux nouvelles lois, il faut toujours être à jour. Voilà. Et est-ce que vous travaillez avec l'extérieur à l'ordre des avocats ? Oui, on est en relation avec les autres barreaux à l'extérieur. Oui, il y a des relations étroites entre l'ordre des avocats de Madagascar et le barreau de Paris, par exemple. C'est une relation ou est-ce qu'il y a des échanges d'informations ? Effectivement, ça fait partie des relations, les échanges d'informations et autres. Alors, depuis 1960, donc, c'est bien Malgache qui est le bâtonnier au niveau de l'ordre des avocats. Oui, j'ai confirmé. Oui. Et donc, c'est tous les 2 ans qu'on fait les élections ? On fait les élections tous les 2 ans, les élections du membre du Conseil de l'ordre présidé par le bâtonnier. Voilà. Et qui sont les membres de ce bureau ? Ce sont tous des avocats qui sont élus par tous les avocats de Madagascar.
Et donc, chacun est élu dans sa circonscription. Enfin, il y a des candidats et les élections se font dans les circonscriptions. Les élections se font en une journée. Les avocats des sections de Fenaratsu d'autres provinces votent par correspondance, mais l'élection se fait en une journée. D'accord. Mais est-ce que les femmes s'y lancent quand même dans cette être à la tête de l'ordre? Le dernier bâtonnier du mandat 2020-2022 a été une femme. D'accord. Et c'était la première bâtonnier de Madagascar. Ah oui, quand même. Ben, on encourage les femmes alors. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter par rapport aux doléances que vous voulez faire savoir, puisque c'est votre embarras quand même, hein? Doléances, pas vraiment, mais j'aimerais juste confirmer l'émission de l'avocat, que c'est pas uniquement au tribunal qu'on fait appel à l'avocat. L'avocat aussi a une mission d'information ou de conseil, c'est-à-dire que s'il y a des clients qui demandent des informations juridiques, bien sûr, ils donnent des consultations juridiques. Les avocats aussi interviennent en tant que rédacteurs d'actes, de contrats de travail, contrats de statut de société, par exemple. Oui, c'est bon à savoir aussi. Les avocats effectuent aussi, au nom ou pour le compte de ses clients, des démarches ou les formalités pour une cession de fonds de commerce, pour une transaction, par exemple. Les avocats aussi mènent avec ses clients les négociations nécessaires pour faire aboutir leurs projets personnels ou professionnels. C'est pour dire que c'est pas uniquement au niveau du tribunal qu'on a fait appel à un avocat. Il y a aussi la mission d'assistance, bien sûr, la mission de défense et de représentation. C'est-à-dire que, on vient de parler tout à l'heure, que l'avocat a le monopole de la plaidoirie. Seul un avocat peut plaider au niveau du tribunal. Ça, il faut bien préciser. Et en matière pénale, j'aimerais dire aussi que l'avocat intervient pour défendre les personnes soupçonnées d'une infraction et aussi pour ceux qui sont les victimes. Voilà, des deux côtés. Pas uniquement les soupçonnés, les inculpés uniquement, mais il y a aussi les victimes qui font appel aux avocats. Et l'assistance d'un avocat aussi se fait aussi depuis l'enquête préliminaire au niveau des OPJ, au niveau de la gendarmerie ou de la police, mais pas uniquement au niveau du tribunal. D'accord. Et on peut faire appel aussi à un avocat en matière administrative, civile et commerciale pour accomplir les actes nécessaires à la procédure. Vous pouvez aussi représenter une famille, par exemple, qu'on entend assez souvent, oui, contacter notre avocat. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un contrat comme tout contrat. Comme tout contrat. C'est usuel ici à Madagascar. Être avocat d'une famille. Ouais. Oui, ça existe. Usuel, je sais pas, ça dépend de chaque cabinet, mais il y a des familles qui prennent un avocat pour un abonnement. Et dites-moi alors, à cette allure, quelle est la différence entre un conseiller juridique et un avocat dans une entreprise? Un conseiller juridique dans une entreprise ne peut pas représenter la société au niveau du tribunal, ne peut pas plaider au niveau du tribunal. D'accord. C'est juste un conseil. Un conseil. Voilà. Conseil. Mais une fois qu'un dossier se trouve en contentieux, là, on fait appel à un avocat toujours. D'accord. Mais il y a une trilogie aussi, Madame Miale Ramarla, maître. Il y a le conseiller juridique, il y a l'avocat, il y a le notaire. Tout ça aussi, c'est un système. Ça peut avoir un même lien pour la protection d'une entreprise, par exemple, ou d'une famille. On peut travailler ensemble, mais c'est un choix aussi. D'accord. Il n'y a pas de trilogie, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est un choix de travailler. Il y a des notaires qui travaillent avec des avocats, bien sûr, mais tout est question de choix, vu que c'est une profession libérale. D'accord. Mais c'est ce qu'il faudra savoir, parce qu'on est un peu perdu. Justement, vous l'avez très bien dit, quand on dit avocat, c'est aller à nous, c'est pas pour d'autres choses. Et ce qui mérite en vrai de faire connaissance avec l'ordre des avocats. Et donc, votre bureau, où est-ce qu'il se situe là? De l'ordre. À nous, c'est à la maison du droit et des professions judiciaires. Oui. La porte est ouverte. La porte est ouverte, oui. On peut y aller. C'est le bureau du bâtonnier. Il y a la liste des avocats inscrits au barreau de Madagascar aussi à nous pour chercher un avocat. Dites-moi, un avocat peut être radis? Il y a le membre du conseil de l'ordre. Il y a des règles internes. En tant qu'ordre, bien sûr, il y a des règles professionnelles, règles déontologiques qu'un avocat doit suivre. Et en cas de non-respect à ces règles, il y a des sanctions faites par le conseil de l'ordre, présidé toujours par le bâtonnier de l'ordre. C'est-à-dire avertissement. Ça peut aller d'un simple avertissement à la radiation. Et la radiation, il y a déjà eu des radiations au niveau de l'ordre. D'accord. Merci pour votre embarras, maître. Il n'y a pas de souci. C'était un plaisir.